cette proposition de loi et je peux vous dire que elle est une loi qui verrouille certains postes de responsabilité de notre pays pour ne l'accorder qu'aux Congolais nés d'un père et d'une mère congolaise. Et c'est une proposition qui ne verrouille que les top jobs, les postes importants du pays. Mais je pense que cela a été fait après des analyses sur ce qui se passe dans le monde entier. Vous savez que dans d'autres pays, il y a eu des éléments qui ont permis à ce qu'on puisse déterminer aujourd'hui qu'il y a des postes qu'il faille verrouiller. Aux États-Unis, par exemple, on parle du droit du sol. Et en Zambie, on parle d'être zambien de père et de mère. Et au Sénégal, c'est aussi la même chose. Alors, étant donné que notre pays a connu énormément de risques de balkanisation, avec l'utilisation de certains voisins pour nous déstabiliser, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, nous puissions réfléchir sur une possibilité, n'est-ce pas, de verrouiller notre loi pour permettre à ce que ceux qui soient présidents ne soient que des Congolais de père et de mère, pour éviter que demain, si de telles personnes prennent de telles responsabilités, qu'ils ne puissent pas ensuite être parmi ceux qui vont chercher à déstabiliser le pays, comme on a eu à le voir dans d'autres pays, avec notamment le cas du Japon, où un individu qui a été responsable d'un pays a quitté parce qu'il est rentré rapidement au Japon pour se protéger. Dans notre pays, on a connu cela avec le ministre Losembe, qui était sous Mobutu, qui a détourné de l'argent ici, mais ensuite a eu à fuir au Portugal. Donc comprenez que par rapport à tout ça, nous pensons réellement qu'il faille que nous puissions travailler sur la possibilité de verrouiller la chose et permettre à ce que seuls les Congolais de père et de mère soient là. Mais c'est une question de débat démocratique. Nous sommes en démocratie, nous ne pouvons pas empêcher à des gens de réfléchir. Autant qu'il y a ceux qui pensent que cette loi est importante, autant qu'il y a des Congolais qui pensent aussi qu'il faille essayer d'éviter cela parce qu'il y a des Congolais qui ne sont pas nés de père et de mère congolais, mais qui ont eu à travailler et qui ont prouvé de quoi ils étaient capables dans notre pays. Raison pour laquelle nous pensons que si, au niveau des débats à l'Assemblée nationale et dans le cercle politique, on ne trouve pas de solution, il faille nécessairement que nous puissions aller vers un débat purement euh, directement dans la population par un référendum pour permettre à ce que nos populations, elles, puissent se déterminer par rapport à cette proposition de loi qui, à mon humble avis, est importante pour notre pays. Qu'on puisse avoir une loi qui réglemente les choses. Donc, qu'est-ce que ça va apporter aux Congolais? Ça peut apporter une mesure de sécurité en ce qui concerne le top job, c'est-à-dire le job de président de la République. Donc il faut que nous puissions réfléchir à cela. Il y a d'autres responsabilités où les non-congolais peuvent travailler et ils le font très bien. Voilà un peu. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. La loi qui réglemente la société n'a rien à voir avec la loi qui est présentée aujourd'hui qui va permettre à ce qu'on puisse avoir un Congolais de père et de mère qui dirige ce pays. Il y a, c'est vrai, des Congolais qui commettent des erreurs, qui commettent des abus, mais on les punit ici. On ne les voit pas fuir dans d'autres pays où ils ont une seconde nationalité. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons que si demain il y a quelqu'un qui est président de la République et qu'il commet des erreurs et qu'on a besoin de le sanctionner, qu'il n'ait pas la possibilité de s'échapper, qu'il puisse répondre devant les cours et tribunaux de notre pays. Voilà ce que nous voulons. La loi, elle n'est pas une loi de l'union sacrée. La loi a été proposée par M. Tsani et le député Nting Pouloulou. Ce n'est pas une loi de l'union sacrée. Et ce n'est pas une discrimination parce que je ne vois pas dans cette loi le nom de quelqu'un qu'on a eu à mettre dedans. C'est une loi impersonnelle. Et la démocratie, est-ce qu'il y a un moment pour la démocratie? Est-ce qu'il y a un moment pour le débat? Est-ce qu'il y a un moment pour la réflexion? Non. La démocratie, le débat, la réflexion, c'est à tout moment où les gens ont la possibilité de réfléchir et de trouver des solutions aux problèmes qui est en train de se passer dans la société. Donc, libre à ceux qui aujourd'hui sont à la manœuvre pour proposer cette loi. Justement, ça n'a rien à voir. En Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une loi pour écarter M. Alassane Ouattara. C'était ça la loi de l'ivoirité. Mais ça n'a rien à voir avec ici. Comment est-ce qu'on peut accepter que d'autres pays aient la possibilité de verrouiller l'accès à la présidence de la République, rien qu'aux originaires de père et de mère, mais nous, on ne va pas se le permettre. On arrache même aux gens le droit de réfléchir sur ça. Ce n'est pas normal.
Bunagana aujourd'hui est géré par la République démocratique du Congo. C'est un territoire de la République démocratique du Congo. Mais c'est vrai que lorsque la RDC a signé par notre chef de l'État le communiqué de la réunion de Luanda du 23 novembre 2022, il a été question que les forces de l'EAC puissent remplacer le départ des M23 pour constater le départ de ces troupes avec les éléments de l'armée rwandaise qui les accompagnaient. Et parmi ces troupes de l'EAC, il y avait aussi les militaires de l'armée rwandaise. Et ce qui explique qu'aujourd'hui à Bunagana, les militaires de l'armée rwandaise, sur invitation de la RDC et sur autorisation de notre gouvernement, sont sur place à Bunagana pour constater le départ des forces négatives terroristes du M23 avec leurs alliés de l'armée rwandaise, pour permettre ensuite que ces troupes puissent être cantonnées, désarmées, et que les populations rentrent dans leur village, dans leur cité, et ensuite que l'État puisse récupérer ses droits là où ces bandits ils avaient élu domicile. Les deux, c'est la force et la diplomatie, parce que d'abord, les rebelles les terroristes du M23 avec leurs amis alliés du Rwanda n'ont pas pu faire tomber le Nord Kivu comme ils le souhaitaient. Les forces armées congolaises ont résisté farouchement contre elles. Et aujourd'hui, la diplomatie qui a permis à ce qu'il y ait ces assises de Luanda et qui ont permis la mise en place de cette force euh, d'interposition de l'EAC a permis aujourd'hui à ce qu'il n'y ait pas de coup de feu, il n'y ait pas de mort de nos militaires et ces terroristes sont partis. Voilà la vraie guerre qui se gagne, n'est-ce pas, par la stratégie et l'intelligence et la diplomatie. Justement, c'est pour cela qu'il faut en finir cette fois-ci, d'où l'implication de tous les pays de la sous-région pour permettre à ce qu'il n'y ait plus de possibilité d'offrir à ces bandits une base arrière qui leur permettrait de venir encore une fois plus tard déstabiliser notre pays. Raison pour laquelle il y a d'une part l'implication de tous les pays de l'EAC, mais aussi de la SADC et de la CIRGL, mais il y a aussi l'Union africaine et encore plus loin le dialogue qui a été ouvert à Nairobi pour permettre à ce qu'il y ait des discussions directes entre le gouvernement et tous les groupes armés qui ne menacent plus la RDC par les armes, mais qui ont choisi la voie de la paix. C'est Thierry, beaucoup de gens vous écoutent. Aujourd'hui, vous pouvez aussi rassurer la population congolaise qu'à ce stade, il n'y a pas un dialogue ou un code-coq, une réconciliation entre les gouvernements congolais et les M23, même d'une manière officieuse. Vous savez que le chef de l'État a eu à établir un schéma pour la paix en ce qui concerne l'Est de notre pays. Et ce schéma consistait, entre autres, par des discussions directes avec ces groupes armés qui sont aujourd'hui comptés à un nombre élevé à 100 au niveau de Nairobi. Et les autres groupes armés ont accepté ce chemin, sauf le M23 qui s'est allié avec le Rwanda pour déstabiliser le pays. D'où notre décision en tant que gouvernement de ne pas parler avec ces gens tant qu'ils étaient en train de tuer et de torturer nos populations. Et aujourd'hui, il y a d'abord la justice qui va passer par là, mais aussi la possibilité de discuter est toujours là, mais à condition de déposer les armes. Voilà la condition qui a été donnée et la voie qui a été donnée est celle du dialogue qui a été ouverte à Nairobi. L'État de siège a réussi parce que ça a permis, d'une part, de pouvoir arrêter la prolifération des groupes armés, puisque ça continue à naître. Maintenant, on a stoppé la prolifération de ces groupes armés, mais aussi ça a permis à ce qu'on puisse régler le problème des fuites des capitaux, n'est-ce pas, de notre argent qui était en train de sortir par les frontières poreuses. On les a tous réglés et aujourd'hui nous sommes dans la possibilité de contenir les choses, de régulariser les choses et ça a même permis aussi de manière sécuritaire à pouvoir éviter à ce qu'il y ait un débordement de cette agression vers la ville principalement de Goma. De comment, M. Thierry, vous ne pensez pas qu'il est temps aussi de revenir à l'administration civile, de rétablir le gouverneur civil à la place du gouverneur militaire? Pas encore parce qu'on n'en a pas encore fini avec la déstabilisation dans cette province où il y a des opérations militaires qui se font. Il est important que nous continuions à maintenir cette administration militaire. Vous savez que le monde entier est en train de subir une situation économique morose à cause notamment de cette déstabilisation de la monnaie sur le plan mondial avec l'économie qui a été frappée au lendemain de la Covid. Il y a aujourd'hui la guerre en Ukraine. Cela crée même l'effondrement de certaines banques aux États-Unis, en Suisse, en France et partout. Et
cela frappe aussi la RDC. En ce qui nous concerne, nous avons un sérieux problème qui est la guerre à l'Est qui coûte énormément. Tout cela a de l'impact sur l'économie de notre pays. Et je ne peux pas vous dire ici que la situation économique est bonne. Elle est morose, mais seulement nous devons faire confiance au gouvernement. Pourquoi? Parce que si le gouvernement n'avait pas agi, on allait connaître pire que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec une inflation qui est maîtrisée. Sinon, ça allait être encore plus pire. Mais aujourd'hui, il y a des mesures qui permettent quand même de garder le franc congolais à une bonne valeur face au dollar. Aussi, la situation aussi du panier de la ménagère. Je pense que le nouveau gouvernement, avec le nouveau ministre de l'économie, est en train de travailler pour essayer de maîtriser le prix des produits de première nécessité. Il est important de comprendre que la situation, si elle continue comme ça, risque de mettre nos populations dans une situation de précarité extrême. Donc, je profite ici pour appeler le gouvernement de réellement prendre ses responsabilités et rapidement pour éviter à ce que nos populations puissent continuer de subir de plein fouet cette crise économique qui se ressent dans le panier de la ménagère. Il est important de régler les structures de prix et de maîtriser la valeur du franc congolais. C'est moi qui vous remercie.